Alors déjà, merci à tout le monde d'être là. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon formulaire et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour m'écouter. Je suis très stressée par cette présentation. C'est mon premier webinaire comme ça, donc ça me stresse. Ouais, je vais commencer, puis ça ira mieux après. Donc voilà, ce qui me plaît dans les webinaires ou les ateliers comme ça, c'est de pouvoir de m'écouter, mais c'est aussi de pouvoir ensuite discuter directement avec vous. Donc vous allez m'écouter, mais on pourra ensuite discuter ensemble. Je répondrai à toutes vos questions, donc surtout n'hésitez pas. On est là pour discuter de vive voix. Donc pour vous présenter ce webinaire, je vais parler de 2 accompagnements que j'ai fait récemment et de 2 profils différents, mais avec des objectifs communs. Donc je vais me servir de leur cas pour vous proposer plusieurs axes afin d'améliorer votre concentration et stopper les distractions. Je regarde un peu à droite parce que j'ai mon écran, enfin, du coup, mon téléphone. Donc, quand je fais ça, c'est que je vous regarde. Ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je suis Estelle Grand-Martin, je suis consultante et formatrice en gestion du temps, productivité et plan d'action. J'accompagne les entrepreneurs à naviguer sur leur équilibre en analysant et réorganisant avec eux leur méthode de travail. Donc, on va voir d'abord le premier cas d'Hélène. Hélène, elle est UX designer, elle vient de se lancer en tant que freelance et elle est très stressée par son lancement d'activité, le fait de devoir trouver des clients. Elle a une grosse angoisse, elle est très timide et elle a travaillé pendant pendant 15 ans en entreprise et elle a hop, j'ai quelqu'un qui va arriver. Elle a, attendez, accepte. Non, c'est bon. Donc elle a fait 15 ans en entreprise dans lequel elle s'est donné corps et âme, elle a fini en surmenage et en burn-out. Donc aujourd'hui, elle sait plus prendre soin d'elle et elle a besoin d'apprendre à prendre du temps pour elle. Le deuxième profil, c'est Laura. Elle est graphiste, elle est freelancée depuis 1 an et demi. Donc là, elle est en pleine croissance et elle a une charge de travail qui augmente, mais contrairement à son système d'organisation, ne suit pas par rapport à sa charge de travail. Et ça commence à faire un moment qu'elle a une fatigue qui lui prend, à cause de cette charge de travail qui augmente, qu'elle n'arrive pas à réguler. Donc le déroulement du webinaire, ça va être comme ça. On va d'abord analyser leur emploi du temps actuel. On va voir leurs objectifs et les groupes avec elles, c'est se prioriser sans culpabiliser et ensuite leur plan d'action. J'ai quelqu'un qui arrive. OK. Bienvenue aux derniers qui sont arrivés. J'ai pas encore dit bonjour. On vient de commencer, donc on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, vous n'avez pas loupé grand-chose. Donc voilà le déroulé. Je commence toujours mes accompagnements par un état des lieux. Donc c'est un questionnaire suivi d'un tableau de suivi de tâches qui va être rempli sur 2 semaines pour voir la façon pour connaître en fait l'emploi du temps actuel des personnes que j'accompagne. Donc cet état des lieux permet une prise de recul sur ce qu'on fait réellement, de mesurer la productivité réelle. Ça permet aussi une prise de conscience de la part de la personne qui le fait, de voir ce qu'elle fait, de noter vraiment tout ce qu'elle fait. En général, ça donne une prise de conscience et une vision qu'on n'a pas en général quand on est dans son quotidien en fait et qu'on prend pas ce temps-là. Et ça va nous permettre un petit peu de regarder comment est l'équilibre vie pro, vie perso actuelle. Donc, on va identifier des priorités, les tâches récurrentes qu'on fait sur la semaine, les freins et ce qui va nous permettre ensuite de faire des thèmes de tâches. Je vais vous parler ensuite. Je vais vous présenter d'abord l'emploi du temps d'Hélène. Elle travaille 40 heures par semaine, elle fait beaucoup de communication, donc elle passe 13 heures sur LinkedIn. Ça rassemble les posts qu'elle crée, les illustrations et le temps qu'elle passe à communiquer aussi sur le réseau. Elle passe 4h30 à gérer ses mails, 5 heures pour son blog, donc pareil, c'est l'écriture plus ses illustrations. Excusez-moi, j'ai oublié de prévenir, je suis dans une salle commune, donc c'est possible que de temps en temps, il y ait des bruits.
Et elle passe 6 heures sur l'analyse de ses statistiques et à réorganiser en fonction de ses stats, 1h30 sur son administratif, 2 heures sur sa formation et 8 heures sur ses projets créatifs. Ce qui est bien dans l'emploi du temps d'Hélène, c'est qu'elle est capable de rester concentrée. Quand elle travaille, elle arrive à ne pas avoir de distraction, son téléphone est de côté. Elle fait déjà un emploi du temps à thème, donc elle travaille sur une demi-journée sur un thème précis. Elle a des horaires de travail cadrés et elle fait des pauses si elle est trop stressée, elle va s'arrêter de travailler pour faire baisser son stress. Donc tout ça, c'est bien. Les choses un peu plus négatives, c'est qu'elle passe beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux. Elle est perfectionniste, donc ça allonge ses tâches. Et en discutant avec elle, en fait, on s'est rendu compte que ce perfectionnisme, ça vient de son stress. Et en allongeant ses tâches, ça lui permet de combler son temps et elle a l'impression de faire quelque chose et d'avancer. Mais c'est pour un petit peu faire baisser son stress. Ce stress la pousse aussi à regarder ses statistiques trop souvent. Et tous les jours, elle regarde ses statistiques pour un petit peu pour s'assurer et voir ce qu'elle peut faire. Elle met beaucoup de temps à gérer ses mails et elle a beaucoup d'idées aussi qui viennent, ce qui font que des fois, elle va, dans son travail, elle va commencer à travailler, elle va avoir une idée et elle va arrêter son planning pour passer sur son idée. En fait, elle va pas faire ce qu'elle a prévu et passer à autre chose. Et Laura, elle travaille entre 37 et 40 heures par semaine. Elle passe beaucoup de temps sur sa communication parce qu'elle communique sur Instagram, LinkedIn et Pinterest, donc ce qui lui prend 7h40 par semaine. Elle passe 21 heures sur ses projets clients et elle a 7h30 d'administratif. Ce qui est bien dans son emploi du temps, c'est qu'elle prend quand même beaucoup de temps pour elle. Elle fait du sport tous les jours, elle fait des pauses en début d'après-midi et elle sort régulièrement prendre l'air dehors, ce qui est très important pour elle. Les moins, c'est elle éparpille toutes ses tâches. Par exemple, ses tâches administratives, elle en a un peu partout, ce qui fait que ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Elle passe beaucoup de temps sur les réseaux, plus de 6 heures par jour sur son téléphone. Elle fait un petit peu les choses au fur et à mesure et elle perd du temps dans son suivi client, enfin sur son suivi de projet client. Les objectifs d'Hélène, c'est d'avoir un plan d'action focus sur son lancement d'entreprise, un emploi du temps qui l'empêche de se disperser, de prendre du temps pour elle sans culpabiliser, de respecter ses limites, d'apprendre à gérer son stress et ses angoisses, ainsi que ses idées incessantes et de structurer sa création de contenu. Elle a choisi l'accompagnement coup de vent sur son emploi du temps. Donc, c'est un accompagnement rapide qui va être un premier rendez-vous découverte, 2 semaines d'état des lieux et ensuite un rendez-vous. On va prendre le temps d'analyser tout son emploi du temps, tous ses objectifs et avec lequel on va construire un plan d'action concret et personnalisé pour qu'ensuite elle puisse créer elle-même son emploi idéal. Et je reste disponible avec elle pour moi la moindre question pendant un mois. Les objectifs d'Elora sont de cadrer son travail pour respecter ses limites, de prendre du temps pour elle au lieu de chercher à être productive. Parce que même si elle prend déjà beaucoup de temps pour elle, des fois, elle va culpabiliser de prendre ce temps alors qu'elle sait qu'elle pourrait travailler à la place. Et avoir un emploi du temps réaliste. C'est-à-dire que souvent, Hélène a le même problème, c'est qu'elle prévoit un emploi du temps sur la journée qui est... elle prévoit plus de choses que ce qu'elle est capable de faire dans la journée. Du coup, en fin de journée, elle est frustrée. Elle a aussi besoin de structurer sa création de contenu. Et elle aimerait pouvoir travailler plus intensivement en début de semaine pour avoir une fin de semaine plus légère et pas travailler vendredi après-midi et le week-end et travailler seulement 25 heures par semaine. Donc, elle a choisi un accompagnement plus long, c'est le cap sur l'efficacité organisationnelle et la planification. Ça se passe avec un premier rendez-vous, toujours l'état des lieux sur 2 semaines, mais par contre, ensuite, je la suis pendant 3 mois pour faire un accompagnement sur mesure afin de structurer ses méthodes de travail, de créer son emploi du temps idéal, d'être au clair sur ses objectifs et son plan d'action. Et je suis évidemment présente par écrit tout au long de l'exploration. Donc, Elora, on a commencé il n'y a pas très longtemps, donc on est encore en cours d'accompagnement. La priorité, c'est vraiment ce que je dis souvent, mais je le répète et je le répéterai toujours, c'est vraiment de mettre son bien-être au cœur de notre planification. Parce que le bien-être est tout aussi important, donc c'est ce que j'ai beaucoup travaillé avec Hélène. Son bien-être est tout aussi important, même plus pour soi
que son entreprise. Les moments de repos sont aussi importants que les moments de travail. Quand on est fatigué, on va plus facilement avoir tendance à ne pas faire nos routines. On va plus facilement laisser de côté notre planning qu'on a créé, qui est là, qui est tout beau, tout propre. Mais les jours où on est fatigué, qu'on n'a pas envie, qu'on est stressé, qu'on est en retard. Enfin, moi, la première, si je suis en retard, je sais que ma méthode Pomodoro, je vais la mettre de côté. Puis en fin de journée, je vais dire mince, je suis crevée parce que j'ai pas fait mes trucs que j'aurais dû faire. Donc vraiment, c'est très important de prendre ce temps et de pas culpabiliser parce que ce temps va vous permettre d'être plus productif et vraiment ça doit être votre priorité de d'abord, d'avoir des moments ressourçants pour pouvoir être plus productif derrière et pour pouvoir garder vos routines et utiliser vos outils de gestion derrière. Enfin de gestion du temps. Je pense vraiment que quand on est fatigué ou stressé, on a vraiment tendance à reprendre nos vieilles habitudes et à pas penser à les utiliser. Donc on a travaillé ça avec Hélène et on a commencé par réfléchir à une routine pour le matin, pour bien démarrer la journée, parce que pour l'instant, en ce moment, Hélène, elle commence sa journée en prenant son petit déjeuner, en regardant son LinkedIn sur son téléphone. Du coup, en discutant ensemble, je lui ai proposé plusieurs choses et en fait, une chose qu'on a gardée, c'est de se préparer le matin dès le réveil avec de la musique et de bouger un petit peu. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle faisait déjà avant. Donc sa nouvelle mission, c'est le matin de se réveiller en se boostant avec un peu de musique qui lui fait du bien et de bouger s'il y en a envie. C'est quelque chose qui met de bonne humeur dès le matin, ça donne de l'énergie et pour l'avoir testé moi aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais que les matins où je me prépare avec ma musique dans les oreilles, je suis souvent de bien meilleure humeur que les autres jours. Ensuite, pour réfléchir à ce qu'elle pourrait faire en dehors du travail, parce que pour l'instant, elle fait de la salsa qu'elle va reprendre à la rentrée, mais en dehors de ça, elle a pas vraiment elle sait pas quoi faire, en fait, quand elle travaille pas. Donc on a réfléchi ensemble et je lui ai proposé de réfléchir à qu'est-ce qu'elle aimait faire avant, quand elle avait du temps, qu'est-ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle en a plus, enfin, elle a perdu l'habitude de prendre du temps pour elle et de faire des choses qu'elle aime. Donc voilà, la réflexion qui est en cours, donc qu'elle fait, c'est d'essayer de trouver ces petites choses-là. Donc le but, c'est en fait de l'amener à avoir envie de ne pas travailler. Parce que souvent, quand on est freelance, on a envie de travailler, on a du mal à s'arrêter, etc. Donc le but, c'est qu'elle ait envie de ne pas travailler aussi. Voilà, le travail, c'est important, mais aussi qu'elle ait des choses pour elle. Une recommandation que j'ai tirée de l'étude de The Creative Thinking Handbook, c'est lorsque vous utilisez le pouvoir de ne rien faire correctement, cela peut en fait augmenter votre productivité et augmenter votre énergie afin que vous puissiez mieux faire face à une lourde charge de travail. D'où l'importance en fait de prendre des pauses. Les pauses sont importantes pour votre productivité et votre travail. Donc, c'est pour enlever un petit peu ce sentiment de culpabilité qu'on a quand on prend une pause alors qu'on sait qu'on a des tâches à faire. Mais c'est vraiment très important. Pour vous aider à prendre des pauses à des moments opportuns, j'ai donné à Hélène cet exercice, c'est de créer un tableau d'activité pour connaître ses niveaux d'énergie sur la journée. C'est-à-dire que dans la journée, on va noter les moments où on est plus fatigué, les moments où on a plus d'énergie, les moments où on est plus fatigué. Et donc, au moment où on est fatigué, on va incorporer des pauses. Et au moment où on est plein d'énergie, on va travailler. On va faire quand on a les pics d'énergie, les choses qui sont plus compliquées, etc. Et au moment où ça commence à redescendre, on peut faire une pause et faire des choses qui sont moins compliquées. Voilà, pour prendre l'importance de ces pauses et déterminer quand les faire pour qu'elles soient vraiment ressourçantes et qu'elles vous aident à gagner plus d'énergie sur la journée. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc que j'ai expliqué à Hélène, c'est la sieste caféinée. Donc la sieste caféinée de base, c'est un café. Vous prenez un café, donc c'est pour le début d'après-midi, le moment où après on digère tout ça, donc on est fatigué.
Vous prenez un café, vous mettez 2 glaçons dedans, vous le buvez cul sec et vous faites la sieste. Le problème que j'ai et qu'Hélène a aussi, c'est que, si on fait la sieste, on s'endort et moi, j'ai beau mettre un réveil, je vais éteindre mon réveil et je vais pas me réveiller et puis je vais être flagada toute la journée donc ça va pas le faire. Du coup, j'ai adapté cette sieste caféinée à ma routine que je faisais déjà. Donc je faisais déjà, une petite méditation en début d'après-midi. Donc je l'ai remplacée, enfin je l'ai agrémentée avec un café, que je bois rapidement juste avant. Je fais une sieste de 15-20 minutes et je finis par, un petit yoga rapide mais debout qui est énergisant, qui va me rebooster. Ce qui fait qu'après la sieste, j'ai le café qui fait effet plus le yoga qui me bouge et vraiment cette pause ressourçante me donne un gain d'énergie sur tout l'après-midi et les jours où je le fais, j'ai même, souvent un gros pic de fatigue à 18 heures, mais les jours où je fais cette sieste, cette méditation caféinée du coup, je me sens vraiment beaucoup mieux et ça me permet d'être vraiment plus productive, plus concentrée, plus dans mon travail ou même avec, ma famille, peu importe, mais d'être plus en forme. C'est très important pour, quand on est maman de 3 enfants et qu'on dort très peu la nuit, par exemple. Mais bon, il y a même quand on n'a pas d'enfants, on peut être fatigué et on a besoin de se booster l'après-midi. Ensuite, une, astuce que j'aime beaucoup et qui vraiment me fait beaucoup de bien, que j'ai présentée à Hélène, c'est la méthode Pomodoro. Donc j'en ai parlé pas mal dans mes posts. C'est une astuce qui, à la fois, vous permet de, récupérer de l'énergie et d'augmenter votre concentration et votre productivité. Donc, vous travaillez, de manière concentrée pendant 25 minutes sur une tâche et vous faites 5 minutes de pause. Donc 5 minutes de pause, c'est, vous vous levez, vous marchez un peu. Enfin, moi, je me lève, je marche, je vais regarder dehors, je bois un verre d'eau, je fais quelques respirations, méditation, peu importe ce que vous avez envie de faire. Je fais des étirements aussi, puisqu'on travaille toute la journée assis à un bureau. Donc c'est vraiment ce moment que j'utilise pour faire du bien à mon esprit et à mon corps. Et ce qui me permet d'être vraiment plus concentrée et moins fatiguée en fin de session de travail. Entre les jours où je le fais ou les jours où je le fais pas, le mon mon attention, ma concentration et mon taux d'énergie sont vraiment différents. Donc essayez, testez et vous me direz si vous avez les mêmes ressentis que moi, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai adopté et les jours où je le fais pas, je regrette de pas l'avoir fait. Un autre outil, que j'ai mis aussi dans le bien-être parce que je pense que le téléphone est quelque chose qui est anti-distraction, puis mais qui nous enfonce un peu dans nos mauvaises habitudes. Donc pour diminuer l'utilisation du téléphone, c'est le plus simple, c'est de ne pas le voir, en fait. S'il est sur notre bureau à côté de nous, on va le regarder dès qu'il va sonner, dès qu'il va s'allumer, dès qu'il y a quelque chose. Donc le ranger dans un tiroir, dans une pièce à côté ou quelque part où on l'a pas en vue. On le prend que quand on en a besoin. De supprimer, les notifications sur le téléphone, donc toutes celles qui sont inutiles. Par exemple, toutes les applications nous envoient des notifications. Moi, j'ai supprimé toutes les notifications autres que mes messages, de WhatsApp, par exemple, sur lesquels on a des groupes. Enfin, vraiment ceux qui me sont importants pour moi, mais tout le reste, j'ai tout supprimé et Duolingo pour que je pense à faire mon anglais. Et enfin, supprimer les applications qui vous prennent du temps et qui sont pas forcément utiles. Sur mon téléphone, moi, j'avais tendance à, si j'ai mon téléphone dans la main, aller voir mes mails, à checker LinkedIn, voir si j'ai des messages ou pas. Tout ça, je l'ai supprimé. J'ai même supprimé dernièrement mon compte Google, professionnel de mon téléphone pour ne plus aller le voir en dehors de mes horaires parce que déjà, ça me sert à rien et c'est juste une perte de temps pour moi et ça alimente mon stress d'aller voir si j'ai des notifications, si j'ai des choses. Donc tout ce qui est professionnel, je le fais que sur mon ordinateur. Comme ça, je suis obligée d'ouvrir mon ordinateur pour aller vérifier, et cetera. Et je le fais à des moments précis. Ensuite, une autre pour, gérer les idées qu'on a qui viennent nous ruminer, dans nos têtes et qui nous empêchent de nous concentrer et d'être sur de suivre notre plan qu'on a, qu'on avait prévu, c'est la suite vie cerveau. Donc c'est simplement d'avoir un fichier, un bloc-notes ou quelque chose, hem
sur lequel on a un accès rapide, qui est facile d'accès, où on va noter nos idées pour y revenir plus tard. Le fait de les écrire, même si c'est à l'ordinateur ou à la main, peu importe, enfin, si c'est à la main, il faut que ce soit vraiment un endroit précis qu'on ne perd pas sur un post-it qu'on va perdre quelque part, mais un endroit où on pourra y revenir. Et le fait de les écrire, ça va les sortir un petit peu de nos têtes et on va pouvoir continuer plus tranquillement ce qu'on était en train de faire. Moi, par exemple, sur mon téléphone, donc c'est la seule chose un peu pro que j'ai gardée, c'est que j'ai directement un raccourci Notion. Je clique dessus, je note mon idée et elle est enregistrée dans mon Notion et je peux y revenir plus tard. Et donc, je planifie un moment pour faire ça, donc soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, ça dépend combien d'idées vous avez dans la semaine. Quelque chose qui peut aussi beaucoup nous empêcher de travailler, c'est de se libérer, c'est le stress qu'on a qu'on peut avoir dans la journée. Et attendez, une seconde, j'ai un petit. Pardon. Donc, se libérer du stress, prendre conscience et prendre une pause au moment où on a quelque chose qui nous gêne, donc un stress, une rumination, enfin, quelque chose qui nous angoisse, en fait, c'est de se poser des questions. Prendre une pause et s'arrêter, voilà. Comment je me sens et qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour faire descendre ce stress? Faire une séance de yoga, faire une méditation, aller prendre l'air, aller excusez-moi, j'ai des gens qui rentrent dans la salle, ça me perturbe un petit peu. Voilà, donc prendre vraiment un temps de pause à ce moment-là pour redescendre. Une chose qui est vraiment très efficace dans ces cas-là, si vraiment c'est un problème qu'on n'arrive pas à refaire descendre avec une simple respiration ou une balade, c'est d'écrire. John Piper dit « étaler de l'encre sur une page, ça ouvre les yeux ». On ne peut pas comprendre comment ça éclaire, mais on sait seulement qu'il y a des yeux dans les crayons et dans les stylos. C'est vraiment une méthode qui aide beaucoup. Écrire, ça va vider votre cerveau, donc votre problème va se retrouver sur la feuille et petit à petit un petit peu moins dans votre tête. On va passer maintenant à Elora et au plan d'action qu'on a vu ensemble. On a fait des exercices sur se connaître, les bases de son équilibre. Ensuite, on a travaillé sur son cadre, sur sa to-do list et enfin, on a créé des routines et des processus. On a travaillé sur ces choses-là. On va le voir ensemble. La première chose, c'est on a retravaillé les bases pour qu'elle apprenne à se connaître et qu'elle sache, qu'elle connaisse en fait qu'elle se connaisse mieux. Donc, l'exercice du valeur, je vais recommencer. L'exercice sur les valeurs, c'est pour qu'elle fasse le point sur ce qu'elle a. C'est un message ou c'est quelqu'un qui veut rentrer? Je ne fais pas la différence entre les deux. Ah oui. Ah! Excusez-moi, donc il y en a quelqu'un qui veut rentrer. C'est juste mon mari qui revient. Et je continue. Les gens sont sortis, je vais pouvoir reprendre plus posément. Donc l'exercice des valeurs est là pour faire le point sur ce qu'on a au fond, les choses. Je l'ai amené à réfléchir sur. Il y a des questions qui l'amènent à réfléchir sur ce qui la rend heureuse, ce qui l'épanouit, réfléchir des moments qu'elle a eu dans le passé qui la rendaient heureuse pour prendre conscience de ce qu'elle aime et de ce qu'elle voudrait aussi dans le futur. Donc toutes ces choses vont lui permettre de prendre du recul et de savoir ses aspirations, en fait, ce qu'elle a envie pour son entreprise et pour elle. L'exercice sur les limites va au contraire permettre de savoir ce qu'on veut plus. On va réfléchir, donc elle a réfléchi sur ses limites professionnelles, ce qui a pu se passer dans son passé, ce qui la dérange,
et également sur le côté, personnel. Et Laura, est beaucoup distraite par des demandes incessantes de ses amis ou de sa famille et elle a tendance à y répondre ce qui la distrait dans son travail. Et donc toutes ces choses-là, enfin toutes ces petites choses qui peuvent la gêner, c'est des points sur lesquels donc on a mis des mots. Elle a mis des mots, c'est elle qui a fait l'exercice, elle a mis des mots et elle a pu délimiter, ce qu'elle voulait ou ce qu'elle voulait plus. Avec ces exercices, donc elle a mis le doigt sur les besoins qu'elle avait. Et tout ça, l'ensemble, tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle veut pas, va créer son équilibre, qui est quelque chose d'unique. On a chacun notre propre équilibre. Il est unique et il est fluctuant dans le temps. C'est-à-dire il y a 2 ans, j'avais un équilibre, aujourd'hui j'en ai un, mais dans 2 ans, j'en aurai un autre. Puisque ça change en fonction de la vie, on n'a pas les mêmes aspirations en fonction de, si on a des enfants par exemple, forcément ça va changer. Si on change d'emploi, si on change de sauce, enfin, tout peut changer. C'est pas quelque chose qui est gravé dans la pierre. Ça va vraiment. Cet équilibre, il vit avec vous. Enfin, c'est vous. Donc, à partir de ça, c'est notre base. C'est vraiment la base pour réfléchir au cadre qu'on veut poser. Ce cadre, il va servir à prévenir ses clients, sa famille. Et il va nous aider à, donc à à cadrer, il va nous aider à cadrer tout simplement. Donc, par exemple, pour nos clients, on va mettre en place des délais de réponse, on va créer des créneaux auxquels on leur répondra, c'est-à-dire que par exemple, s'ils nous envoient un mail, on peut leur renvoyer un mail rapide, comme quand vous envoyez un message à votre assurance, vous recevez un mail automatique qui vous dit vous avez 48 heures ou 72 heures, enfin on vous répondra sous 48 ou 72 heures. On peut faire exactement la même chose pour nos clients et leur répondre à un moment où on sera prêt à travailler sur leurs demandes. Ce qui fait qu'on aura une réponse plus qualitative et qu'on aura ça nous rendra en fait plus professionnels au vu de notre client puisqu'il verra qu'on va prendre le temps pour lui répondre sérieusement. Ce cadre va nous permettre de nous imposer donc auprès de nos clients, nos familles, nos amis, de toutes les personnes qui peuvent venir nous distraire. Et ce cadre va nous permettre de planifier notre semaine et de mettre dedans les choses. Donc chaque chose, pro et perso, iront dans une place. En fait, à partir du moment où on va planifier toutes ces petites choses qui nous distraient, elles vont moins nous distraire, puisqu'on aura créé un cadre et créé un plan d'action dans lequel je vais vous parler dans la suite, qui vont faire entrer en fait tout ce qu'on a dans la tête. Et donc, ça va limiter les distractions. Ensuite, j'ai expliqué à Hélène et à Elora comment ma méthode pour dompter ma to-do list. Donc, en fait, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses dans une journée. J'étais très stressée, je faisais plein de choses. Enfin, je faisais plein de choses, mais j'avais toujours l'impression de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez de temps. En fin de journée, j'étais stressée, j'étais très frustrée, ça m'énervait parce que ma to-do list, elle était immense, j'avais des tonnes de choses à faire. Et vraiment, je me sentais vraiment mal par rapport à tout ça. Donc un jour, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas possible, il y a autre chose. Je sais plus si c'est une astuce que j'ai entendue dans un podcast ou dans un livre, ou je ne sais plus. Quelque part, peut-être que j'ai entendu, peut-être que je l'ai inventé, j'en sais rien. Mais je me suis concentrée sur ce que j'avais fait. C'est-à-dire que plutôt que de regarder ma to-do list, le soir, j'ai pris une pause et j'ai noté tout ce que j'avais fait dans la journée. Et là, ça m'a réellement fait prendre conscience que je pouvais pas faire plus. Aujourd'hui, j'avais fait tout ça et je pouvais pas faire plus. Donc, ce qui allait pas, c'était pas ce que je faisais ou ce que je faisais pas, c'était que je me demandais trop de choses. Je voulais toujours tout faire, toujours trop faire, toujours être. J'étais dans la perfection. Voilà, ça allait pas. Et vraiment prendre ce recul et voir ce que j'avais fait, ça a été, en fait, ce moment-là, ça a été le début de tout mon nouveau processus d'organisation qui s'est créé depuis 4 ans. Et c'est vraiment cette prise de recul
qui m'a permis de prendre, d'essayer de changer de lunettes, en fait, de changer de point de vue. Et c'est ce que j'essaye de faire par l'exercice de l'état des lieux qui, je trouve, prend vraiment, permet de prendre du recul sur ce qu'on a fait, enfin, sur ce qu'on fait réellement. Donc pour construire ensuite ces plans d'action et savoir ce qu'on va faire, l'important, c'est de construire une stratégie en fonction de ce qu'on veut et de déterminer, en fait, ça va découler de nos objectifs SMART. Enfin, de la stratégie va découler les objectifs SMART et le plan d'action pour arriver à ce qu'on veut. Donc, avec l'état des lieux, on va identifier les grands thèmes de tâches et à partir de là, on va planifier en fonction des stratégies, créer des plans d'action, des routines et des processus. Les thèmes de tâches, je vous parle de thèmes de tâches depuis tout à l'heure. Je crois pas que je l'ai expliqué. En fait, quand je fais mon planning est donc je travaille en demi-journée et une demi-journée, c'est un thème. Un thème plus une routine. Par exemple, sur 4 heures, je vais faire 3 heures où je vais travailler sur ma création de contenu LinkedIn, plus 1 heure de routine. Enfin, 1 heure, 3/4 d'heure, un petit thème, quoi. Une routine rapide. Et donc, c'est de cette manière, donc on fait un thème sur une demi-journée ou sur une journée. L'important, c'est de rester concentré sur la même chose, de pas faire 1 heure de LinkedIn, 1 heure de blog, 1 heure de machin, etc. Vu que si c'est quelque chose qui va nous prendre plus de 3 heures sur toute la semaine, la regrouper au même endroit. Après, on a des tâches qui vont durer moins longtemps, comme l'administration, etc. Des choses qui ne seront pas des routines, mais qui vont nous prendre peut-être qu'1 heure sur la semaine. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est de faire une matinée où je vais faire toutes ces petites tâches plus courtes. Donc, comme ça, j'ai qu'une seule matinée où je vais avoir besoin de changer de tâche régulièrement. Mais sur une matinée, je vais garder un même thème de tâche. Donc, Hélène a comme thème de tâche donc sa création de contenu LinkedIn, son blog, ses projets professionnels, ses formations, enfin elle se forme sa gestion de mail, son administratif et son organisation. Pour Elora, c'est Instagram, LinkedIn, Pinterest en communication, ses projets clients, son administratif et son organisation. Tout d'abord, on va créer des routines. Donc, les routines, là, c'est ma méthode pour créer des routines. Je vais vous présenter mes routines et mes processus de communication LinkedIn, enfin, de création de contenu et de communication. Créer une routine, c'est simple. C'est vous identifiez les tâches que vous répétez chaque semaine, chaque mois, vraiment des choses qui sont assez courtes, mais que vous refaites souvent. Donc, des tâches récurrentes. Vous notez comment vous les réalisez et le temps que vous y passez. Et à chaque fois, vous refaites cette tâche dans le même ordre. Le fait de la refaire dans le même ordre va vous faire gagner du temps au bout d'un moment. Et chronométrez-vous tant que vous n'aurez pas trouvé une routine qui vous paraît cohérente et qui vous convient réellement. Et à partir du moment où vous aurez une routine qui est toujours la même, qui est dans le même temps, vous saurez combien de temps vous mettrez, il n'y a pas de problème. Mais je pense que tout le temps de création, en fait, c'est important de se chronométrer pour être vraiment réaliste, savoir réellement ce qu'on fait, en combien de temps on le fait, et pouvoir l'intégrer avec un temps réel dans son planning. Donc, ma routine LinkedIn à moi, c'est celle-ci. Donc, à peu près 45 minutes, 1 heure, j'ouvre LinkedIn, je vais voir mes notifications, je réponds aux commentaires, je vais envoyer des messages aux personnes ciblées, donc les personnes qui sont venues voir, qui ont commenté, qui sont venues voir mon profil ou qui sont venues liker mes posts, par exemple. Je réponds aux messages que j'ai reçus, je complète mon CRM, je regarde les posts, je like et je commente tout ce qui me semble pertinent et je ferme LinkedIn. Cette routine, Hélène a le même problème que moi, c'est que quand on commence à aller sur LinkedIn, on scrolle encore et encore. Et on s'est rendu compte que ça fait 1 heure, 1 heure et demie, enfin qu'on a des trucs. CRM, c'est bon, je sais plus comment ça s'appelle le truc, mais tu sais, c'est là où tu rentres toutes les données de tes clients.
enfin, tes clients ou tes prospects, toutes les personnes où tu vas avoir besoin de faire des rappels, toutes les informations en fait que tu collectes sur les personnes, toutes les informations importantes pour toi, pour ton entreprise, sur tes clients et tes prospects. Du coup, quand je fais ma routine LinkedIn, j'avais tendance, avant je la faisais le matin, c'était la première chose que je faisais et j'avais tendance à déborder sur mes autres tâches. Donc maintenant, je la fais en fin de matinée. Donc vers 11h30, entre 11h30 et midi, je commence et je la finis parce que faut que j'aille manger et j'ai pas le choix. Donc en la mettant à ce moment-là, j'ai forcément quelque chose qui me bloque derrière et je m'arrête. Donc j'ai arrêté de passer des heures, trop de temps sur LinkedIn puisque j'ai un vrai blocage derrière qui me paraît. Non, j'ai un mari qui prépare mon déjeuner. Ouais, je fais pareil quand c'est lui qui travaille. Hein. Donc ça, c'est voilà, Hélène a adopté. Bon, en tout cas, on en a parlé et elle a trouvé ça chouette. Et elle a adopté normalement cette routine, enfin de le faire en fin de matinée, en tout cas pour être bloqué par le déjeuner. Ça peut être le déjeuner, ça peut être autre chose, le faire avant un rendez-vous, quelque chose qui bloque, quoi. Je vais vous parler des processus maintenant. Donc, créer des processus, ça sert à pardon. Le processus, c'est pour avoir quelque chose. Donc, par exemple, moi, je m'en sers pour ma création de contenu. J'ai créé un processus sur le mois parce que tous les mois, je vais refaire la même chose. C'est quelque chose qu'on peut faire pour ses clients. Par exemple, quand on a un projet client, qu'on va construire un site web, il y a des choses qui vont être toujours dans le même ordre. Il y a des choses qui vont changer, mais là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être dans le même ordre. Et on peut faire un processus pour ça. Donc, c'est comme un plan d'action, en fait. Donc, on va découper en étapes ce qu'on va faire. Donc, pour créer ce processus, il faut savoir où on va pour pas s'éparpiller. Donc, à partir de la stratégie, donc c'est la stratégie qui va guider nos actions. Donc, cette stratégie va nous donner des objectifs et les objectifs vont nous permettre de construire le processus qui va avant. Donc, pour certaines choses, on va avoir besoin de se former. Par exemple, pour la prospection, pour la communication LinkedIn qui peut être compliquée, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à se former et à prendre du temps à se former avant pour construire une stratégie solide. Parce qu'à partir du moment où on sait où on va, on s'éparpille moins. À partir du moment où on a un objectif, mais surtout qu'on a la stratégie pour y arriver, le plan d'action pour y arriver, on va moins s'éparpiller. Moi, quand j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, au début, c'était un peu n'importe quoi. Et plus j'ai affiné ma stratégie, plus j'ai réussi à me cadrer. Et aujourd'hui, j'ai un processus qui me prend beaucoup moins de temps et qui me permet vraiment de m'alléger. Et je suis un petit peu en mode automatique quand je fais mes posts, pas sur le contenu, mais sur la méthode, en fait, sur la méthodologie, sur la façon de le faire. Ça me permet d'être en mode automatique et d'aller beaucoup plus vite. Et de ne pas me disperser. En fait, quand je fais ça, je fais pas autre chose. Donc voilà, le processus va te permettre d'alléger ton travail. Donc pour commencer, tu commences par lister les étapes pour atteindre ton objectif. Ensuite, tu les organises de manière logique et tu chronomètres réellement chaque étape, comment tu les fais. En combien de temps tu fais chaque étape. Il faut vraiment les chronométrer pour avoir ensuite un timing précis, enfin plus ou moins précis, mais vraiment pour que tu saches dans ta tête combien de temps tu prends pour chaque chose. Et arrêter justement de se donner plus de choses que ce qu'on est capable de faire dans une journée. Analyser ses résultats, donc tout ce qu'on a fait, son processus, on le crée, on le teste, on analyse ce que ça donne et on l'améliore au fur et à mesure. Au début, le processus, il sera de telle manière, et il sera pas parfait. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Donc, pour l'améliorer, comme je disais, donc on continue de se chronométrer tant qu'il n'est pas, pour savoir combien de temps on mettra tant qu'il n'est pas finalisé. Automatiser ce qui peut être automatisé. Créer un maximum de templates, de choses qui
qui reviennent tout le temps. Par exemple, moi, j'ai créé des dossiers vierges parce qu'à chaque fois que je crée mes posts, pour les organiser et pouvoir les programmer facilement à la fin, dans mon Drive, j'ai un dossier pour le mois dans lequel j'ai 4 dossiers pour chaque semaine et dans chaque dossier, j'ai 4 Google Docs que je recrée tous les mois. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas le refaire à chaque fois. Donc, j'ai créé un truc template et comme ça, j'ai plus qu'à copier-coller et ça me fait gagner, je sais pas, peut-être 10 minutes tous les mois là-dessus. Et pareil, donc pour vos clients, les processus ou les tableaux de suivi client, vous pouvez en créer des templates de base que vous allez réutiliser à chaque fois, qui bien sûr seront personnalisés à chaque client, mais la base sera souvent la même, l'administratif, le projet en cours, là où vous en êtes, enfin tout ce que vous pouvez avoir dedans. Ça, c'est des choses qu'on peut prendre du temps à créer, qui nous feront gagner beaucoup, beaucoup de temps ensuite. Donc je vais vous parler maintenant de mon processus client, mon processus LinkedIn. Donc, comment je l'ai créé. Donc, mes objectifs SMART de LinkedIn. Donc, un objectif SMART, donc il doit être spécifique, clair et précis. Mon but, c'est d'augmenter mon nombre d'abonnés pour gagner en visibilité. Il est mesurable, donc quantifiable, c'est-à-dire que je veux arriver à 1000 abonnés. Il est atteignable, ambitieux et motivant. Je veux faire plus 80 abonnés par mois. Réaliste, pertinent et aligné avec mes capacités. Je vais faire, pour arriver à 80 abonnés par mois, je veux faire 4 posts par semaine, donc gagner 5 abonnés par post. Et il doit être temporellement défini. Je veux arriver à 1000 abonnés en 3 mois, donc d'ici mi-septembre. Ça fait un moment que j'ai commencé. Ça, c'est mes objectifs SMART. Donc la base pour créer mon processus. Ensuite, mon processus de création LinkedIn que j'ai réussi à finaliser une fois que ma stratégie était claire. J'ai une stratégie que j'ai consolidée en me formant et je suis arrivée à faire ce processus après beaucoup d'essais et beaucoup de réflexions. Donc d'abord, je choisis mes idées et j'ai structure pour le mois. Je fais une première écriture rapide, je relis et j'optimise mes posts, je fais mes illustrations et une dernière relecture avec ChatGPT et enfin je programme. Pour faire ça, j'utilise la méthode du batching. La méthode du batching, c'est, vous devez connaître le batch cooking, donc on cuisine le week-end pour toute la semaine. Là, c'est la même chose. Le fait de regrouper toutes les tâches similaires en même temps pour gagner du temps. Ce qui veut dire que je choisis mes idées, mes 16 idées du mois et je choisis mes 16 structures en même temps. J'écris mes 16 articles d'affilée. Enfin, pas le même jour, hein, ça me prend plus d'une demi-journée. Je relis tous mes articles en même temps, je les optimise, enfin tout à l'affilée. Je fais toutes mes illustrations, toutes mes lectures et enfin, je finis par toute ma programmation. Et ça me fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps de faire comme ça. J'avais peur au début que ce soit un peu trop lourd de faire 16 d'un coup, mais finalement, j'aime bien. Et puis, si dans 2 mois, j'aime plus, je referai 4 par 4 ou je changerai. C'est pas grave. Là, pour l'instant, c'est ma technique actuelle. Ça veut pas dire que dans 3 ou 4 mois, je ferai encore la même chose. Il faut que ce soit flexible avec la façon dont on est actuellement. Dernière chose, quelque chose que j'aime bien faire, donc que j'ai suggéré aussi à Hélène, c'est faire un petit point le matin ou le soir. Vraiment un petit point rapide de 2 à 5 minutes pour commencer et finir la session de travail. Donc le matin, je réfléchis sur mes objectifs et mes priorités du jour. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je me sens? Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma journée pour rester productif et me ressourcer au cours de la journée? Alors, en fonction, ça me permet déjà de rester focus sur ce que j'ai prévu. Et si un jour je me sens un peu moins bien, je vais dire, il faut vraiment aujourd'hui que j'oublie pas d'utiliser ma méthode Pomodoro, ou alors que, voilà, au bout de 2 heures, je me fasse une pause un peu plus grande parce que j'en ai besoin, ou j'ai mal au dos, je ferai une pause avec un petit yoga, ou voilà, peu importe. Mais voilà, ça me prend vraiment 2 minutes. Mais les jours où je le fais, ça m'aide à être plus focus et concentrée sur moi. Et le soir, pour finir ma journée, je me demande si
si j'ai rempli mes objectifs, si je l'ai pas fait, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un imprévu? Comment je me sens maintenant? Et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour me sentir mieux? Enfin, qu'est-ce que je pourrais améliorer demain pour me sentir mieux et pour que ma journée se passe mieux si j'ai eu des imprévus, par exemple? Et quels seront mes objectifs et priorités pour demain? Ça me permet vraiment de clôturer ma journée et un petit peu de mettre mon cerveau en pause. Voilà, le travail, c'est fini. Moi, ça me permet de savoir ce que je vais faire demain, de rester concentrée aussi sur ce que j'aurai à faire demain. Et ça me permet de mettre une pause et de passer, voilà, là, c'est le moment où je rejoins ma famille. Je mets le travail de côté. J'aime bien faire ces petits, c'est pareil, je les fais pas tous les jours, hein, c'est pas, le but, c'est pas d'être perfectionniste et que ce soit carré, machin. Euh, mais c'est vrai que c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Donc pour finir, je vais vous montrer les plans d'action de Hélène et Elora. Donc Elora, ça, Hélène, les points importants qu'elle doit travailler, c'est d'abord sa routine bien-être du matin avec la musique dès le réveil, pour la mettre en super forme dès le début de la journée. Et ça pose en début d'après-midi, parce elle a tendance à s'endormir après manger, mais du coup, elle travaille en s'endormant. Ce qui ne sert pas à grand-chose. Du coup, il vaut mieux faire une vraie pause ressourçante pour ensuite repartir et être plein d'énergie. Ensuite, donc, la méthode Pomodoro. Elle doit créer ses processus de création de contenu et, euh, et pour son réseautage, son plan d'action pour son réseautage et ses routines LinkedIn et mail pour que ça lui prenne moins de temps. Et Laura, sa routine bien-être, donc ça va être la méthode Pomodoro. Elle prend déjà du temps pour elle avec le sport, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais on va plutôt du coup se concentrer sur le fait qu'elle utilise moins son téléphone. Alors ça, on va le faire ensemble. Du coup, créer ses processus pour sa création de contenu et son tableau de bord. Elle a besoin vraiment d'un tableau de bord suivi client. Donc, on va travailler là-dessus pour gagner du temps sur toute la gestion client. Et on va travailler des routines de réseaux sociaux et pour sa gestion administrative. Donc, pour conclure, la priorité, c'est vraiment, je pense, de prendre du temps pour soi, même si c'est que 10 minutes par jour. Commencer par 10 minutes par jour, chaque jour. C'est la priorité. Se recentrer sur soi. On est freelance, enfin, je pense que tout le monde est freelance. On est freelance et notre entreprise, c'est nous. Si nous, on n'est pas bien, si on est stressé, si on est fatigué, si on est... Voilà, la qualité de notre travail va s'en ressentir et on va pas pouvoir durer très longtemps comme ça. Avoir des moments où on est à fond, on a beaucoup de travail, etc., ça peut durer sur un temps, mais c'est une croisière qu'on fait, c'est un marathon. On doit durer sur le long terme. Le but, on n'est pas freelance pour arrêter au bout de 2 ans parce qu'on a fait un burn-out. On est freelance parce qu'on aime, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de faire ce qu'on fait. Et si on est en perpétuelle course, on va finir par ne plus aimer ce qu'on fait parce qu'on sera en surmenage. Donc vraiment, l'important, c'est de se faire passer en priorité. Et en plus, quand on est de meilleure humeur et que tout va bien, on a plutôt tendance à utiliser ça va nous aider à utiliser les méthodes de gestion du temps, d'utiliser les méthodes Pomodoro, etc. Donc en fait, c'est un peu, voilà, plus on va mieux, plus on va l'utiliser, et plus on va utiliser nos méthodes, et plus on ira mieux. Que chaque chose soit à sa place. Si on sait où on va, on ne s'éparpillera plus. Enfin, si on sait où on va et comment on y va, on mettra toutes nos distractions, en fait, auront un créneau quelque part. Le fait de réfléchir à comment on peut intégrer ces distractions dans notre planning et on sait qu'elles sont quelque part, même s'il y a certaines choses qu'on va mettre de côté pour l'instant parce que c'est pas une priorité. Ce projet qui me tient à cœur, je sais que j'ai envie de le faire, mais là, tout de suite, il est en trop dans mon planning. Donc, je vais le garder pour plus tard. Parce que, mais savoir qu'il est là et que je vais le faire, il va noter
des choses sur ce projet-là, mais le mettre de côté, me il va plus être dans ma tête. Parce que je sais pourquoi je fais les choses et pourquoi je les mets de côté. Faire un objectif à la fois et ne pas vouloir tout changer d'un coup, ça va un petit peu ensemble pour, se focaliser parce qu'on a tendance à vouloir surtout quand on se lance à on a tellement de choses à faire qu'on a envie de tout faire et au finalement on stagne parce qu'on fait tout en même temps et que plutôt que de, comment dire? Je trouve plus mes mots, ça y est. Ça fait 50 minutes que je parle, c'est trop long. Si on fait tout d'un coup, on va pas les faire assez, on va pas réussir à se focaliser et à le faire de manière, plus précise, on va dire. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire et hem et surtout, oui, de se focaliser sur une chose. Par exemple, moi dernièrement, c'était ma communication LinkedIn, donc c'est ce qui me prenait le plus de temps. Je me suis concentrée là-dessus et j'ai mis de côté un petit peu la prospection, j'ai mis de côté, plusieurs choses, mais que je sais que je vais faire après. Bah, comme je disais tout à l'heure, par exemple, les projets qu'on veut faire après. Là, mon projet, c'était ma communication LinkedIn. Maintenant que, ça, c'est au clair, je vais pouvoir commencer. Bah, déjà, je fais mon webinaire aujourd'hui, donc c'était l'étape suivante. Je vais pouvoir commencer un peu plus, peut-être, travailler ma prospection ou travailler les autres plans de ma communication qui sont prévus. Voilà, j'ai d'autres choses qui sont prévues derrière et je me suis focalisée là-dessus. Et de pas tout changer d'un coup parce que quand on change tout d'un coup, on va tout changer sur 1 semaine, sur 2 semaines, ça peut peut-être tenir 3 semaines. Mais en fait, au bout de 3 semaines, on va être fatigué. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et le jour où on va être fatigué, ben, on va pas faire cette nouvelle chose comme on l'a mis en place parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce que, on a mal dormi, parce que, y a la machine qui m'a embêté et voilà, j'ai pas envie. Peu importe et on va reprendre nos mauvaises habitudes. Alors que si on change les choses une par une, par exemple, commencer par 10 minutes de musique au réveil le matin, ça peut paraître anodin. Mais au final, ça va être plus facile et une fois que cette habitude-là sera prise, vous allez pouvoir passer à une autre. Dès que vous sentirez que ça, voilà, c'est bon, je gère, passez à une autre et commencez à améliorer un autre point que vous avez envie. Parce que vraiment, tout faire d'un coup, ça va vite, ça risque vite de redescendre et comme, on est souvent très perfectionniste, bah, dès qu'on va louper une fois, bah, on va se dire: «Bah, non, c'est bon, j'y arrive pas» et puis on va laisser tomber. Et c'est pas le but. Le but, c'est que ça tienne vraiment sur le long terme. Continuez de chronométrer tout ce que vous faites tous les jours et puis petit à petit, comme ça, vous allez prendre, conscience du temps que vous mettez réellement et à force de savoir combien de temps vous mettez pour chaque chose, vous aurez plus de facilité à mettre dans vos plannings. Parce que là, actuellement, peut-être que sur 3 heures, vous mettez des choses qu'il vous faut, 5 ou 6 heures à faire. Alors que si vous savez que telle tâche, vous avez régulièrement des imprévus dessus, que c'est quelque chose qui peut vous demander, beaucoup de temps, on peut vous cadrer, plus de temps pour cette chose-là. Alors que si celle-là, vous savez que vous allez pas être interrompu, qu'à ce moment-là, ça va être bien, que vous savez très bien comment vous la faites, qu'il vous faut 3 heures et pas plus et que ça ira bien, bah, vous mettez 3 heures dessus. Laissez-vous toujours une petite marge et puis si vous finissez pas, c'est pas grave. Enfin, il faut toujours vous laisser une marge quand même pour les imprévus. Mais voilà, plus vous saurez combien de temps vous mettez pour chaque, tâche ou chaque thème de tâche, plus ce sera facile de créer un emploi du temps qui correspond à la réalité. Et enfin, lâcher prise et accepter les imprévus. Le planning, qu'on se crée, il est toujours beau, parfait, il est bien, on le voit, on est super motivé, c'est génial et paf, au bout d'1 heure, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu et là, tout dégringole, on se dit: «Mince, ma journée elle est pourrie, ça se passe pas comme je veux». Mais c'est pas grave, c'est la vie. En fait, tous les jours, on a des imprévus, tous les jours, il se passe quelque chose, tous les jours, il va y avoir, et il y a les imprévus qu'on peut gérer, donc on va décaler, on va pouvoir avoir une action dessus, je veux dire, et il y a les imprévus qu'on peut pas gérer. Donc là, bah, il faut essayer de les accepter. L'écriture, ça peut être un bon moyen d'accepter si vraiment c'est quelque chose de difficile. Voilà, ce qui est important, voilà, je pense que c'est vraiment
de savoir où on va et comment on y va pour ne plus s'éparpiller. Et puis après, simplement de vivre. On est freelance pour vivre de notre passion, pour vivre de ce qu'on aime. Donc le but, c'est que ce soit agréable et qu'on profite tous du voyage. Voilà, j'ai fini pour mon webinaire. Je vais vous laisser sur les témoignages d'Hélène et Laura et je vais regarder un petit peu les messages que vous avez mis. Je n'ai pas tout vu. Merci beaucoup. Et puis moi, je reste là, j'ai du temps. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez débloquer vos micros, on peut discuter. C'est le moment pour ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout. Donc, j'imagine que j'ai pas été trop ennuyante. C'est bon. Merci pour vos messages. Je ne sais pas si vous voulez que je vous laisse un peu plus de temps pour lire. Marion, tu dis 20 minutes de méditation, ça paraît très très long. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas commencé par faire 20 minutes de méditation par jour. J'ai commencé par 5 minutes. Et ouais, j'ai commencé par 5 minutes. Bon, après, j'ai fait plein de tests, plein de tests différents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, en général, je me fais en fait, ça dépend des sessions que je fais. J'utilise l'application Petit Bambou. Mais même si j'ai pas le temps, j'essaie de me faire quand même une méditation de 5 minutes après manger parce que faut que je tienne surtout avec 3 enfants. Hein, tu sais ce que c'est. Donc, j'essaye au moins de me faire, même si c'est que 5 minutes, tu vois, c'est comme la marche. Christophe André fait le parallèle avec la marche. On sait que c'est bien d'aller marcher 20 ou 30 minutes par jour, c'est important. Mais le faire 5 minutes, c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Donc, l'objectif, c'est pas forcément de faire 20 minutes de méditation tous les jours. Moi-même, je ne fais pas 20 minutes de méditation. Enfin, si, parce que je le fais le soir aussi pour m'endormir, mais l'après-midi, ce moment-là, c'est de faire au moins 5 minutes de pause, même si tu fais que 5 minutes. Ça va avoir vraiment un bon impact sur ta fatigue de l'après-midi. Et tu seras plus en forme quand tes enfants rentreront de l'école. Et oui, tout à fait. Françoise, tu disais se mettre un cadre de fonctionnement et s'organiser un équilibre émotionnel et physique est essentiel. Tout marche ensemble, en fait. C'est un tout, donc on a besoin que tout aille ensemble pour fonctionner. Le physique est aussi important que notre travail. Enfin, l'émotionnel et le physique est aussi important que notre travail. J'ai l'impression que Céline a beaucoup de problèmes de connexion. Alors, merci beaucoup, Boris. Est-ce que ma routine n'est pas un frein à la créativité? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, parce que comme tout est structuré, j'ai plus besoin de me concentrer sur la structure. Et du coup, quand j'écris, je suis vraiment à fond sur mon idée, en fait.
Et du coup, je suis libre de tout le reste. Au contraire, c'est la, la, comment on appelle ça, la planification ou en fait, la structure que tu vas créer, ça va être la structure ça va te reposer, ça va te permettre de te reposer. Et quand tu suis tes routines et tes processus, etc., ça va libérer tout le reste. Parce que tu n'auras plus ces questions à te poser. Ça va je sais pas comment expliquer, ça va te libérer un poids, en fait, puisque tu n'auras plus de questions, tu es en mode automatique sur certaines choses, ce qui fait que le reste, il va pouvoir il aura toute sa place. Et au contraire, quand j'écris, au moment où j'écris, tout le reste est déjà créé. Donc j'ai juste à réfléchir à ma créativité, en fait. J'ai juste à réfléchir à mon idée et à la poser. Donc, en plus, la première écriture, j'écris vraiment, c'est vraiment une écriture vrac où j'écris comme ça me vient et après, je vais l'organiser pour que ce soit un peu plus LinkedIn. Mais la façon dont je l'écris de base, c'est c'est vraiment ce qui me vient en tête, quoi. Bon, après, à force de faire, ben, forcément, t'as des. Enfin, ton optimisation, t'écris quasiment sur certains sujets, t'écris plus facilement comme ce sera déjà. T'as presque plus de relecture ni d'optimisation après. Mais, mais non, au contraire, je pense que c'est plutôt un lanceur pour moi de créativité parce que ça me permet d'y être à 100%. Parce que j'ai pas de rumination sur le reste. Oui, bah, moi aussi, hein, je faisais plein de choses à la fois. Bon, c'est c'est une maladie courante chez tout le monde, mais c'est de l'entraînement. Petit à petit, on apprend, ça prend du temps en fait. C'est ça, c'est que toutes les choses qui durent dans le temps, enfin qui sont faites pour vous aider sur le long terme. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut voir les choses sur le long terme. Aujourd'hui, on est beaucoup sur nos smartphones, on envoie un truc, on le reçoit le lendemain. On achète quelque chose sur Internet, on le reçoit le lendemain. On envoie un message, presque tout le monde répond immédiatement. On est très dans l'immédiateté. Et c'est le problème, c'est que du coup, on veut tout de suite. Mais pour la vie, c'est pas possible. C'est ton bien-être et ton entreprise, ça se construit sur le long terme. Si tu veux quelque chose qui soit solide et qui t'aide vraiment sur le long terme, je pense que c'est la même chose en fait, une entreprise ou pour ton bien-être aussi. Tu vas pas avoir tes clients du jour au lendemain. Tu vas pas sortir, hop, je lance mon entreprise, j'ai mes clients. Tu vas travailler pour avoir tes clients, tu vas communiquer, tu vas aller à des salons, tu vas discuter avec les personnes et plus tout ça, ça va se faire sur le long terme, ça va prendre du temps, enfin voilà, c'est long. Et c'est la même chose pour toute chose que tu veux changer chez toi, comme travailler, arrêter de faire plein de choses en même temps. Mais déjà, la prise de conscience, c'est le début du chemin. Tu prends conscience que tu fais plein de choses en même temps. Ça, c'est le premier point. C'est la même chose pour n'importe quel souci. Et ensuite, petit à petit, tu vas te demander comment je peux faire. Tu vas essayer de chercher quelle stratégie je peux construire pour faire moins de choses. Donc, tu vas te former, tu vas chercher, tu vas lire des livres, soit tu vas le réfléchir par toi-même si tu as la solution à toi, ou alors tu vas chercher une ressource externe, discuter avec quelqu'un, lire un livre. Enfin, on a tout Internet pour se former à plein de choses. Et petit à petit, tu vas apprendre à faire moins de choses à la fois. Moi, je pense que le truc qui m'a le plus aidé, c'est la méditation. Parce que, euh, parce que ça me permet de ralentir. Moi, je suis très j'essaie de ralentir pour contrer cette immédiateté qu'on a. Et c'est ce qui m'a aidé le plus. Après, c'est moi personnellement, donc ça ne va pas forcément dire que ça va vous aider vous, votre truc. Mais ouais, je me suis concentrée à un moment vraiment sur cette méditation. Maintenant, de toute façon, je la fais tous les jours. C'est vraiment plus. Il y a une époque où j'étais obligée de me forcer, on va dire, pour faire cette méditation. Aujourd'hui, je la fais tous les jours instinctivement. Ça fait devenu naturel, c'est une habitude. Mais cette méditation m'aidait vraiment à revenir sur le moment présent. Sur des moments où c'était difficile,
J'avais plein de trucs en tête et plus les enfants, plus la cuisine, plus le travail, plus ceci, plus ça, plus tout ça. Je me posais et je me mettais une méditation pour arrêter mon cerveau, en fait, pour faire une pause. Et petit à petit, j'ai réussi, tout en planifiant aussi, en créant ma planification et en sachant qu'à tel moment je fais telle chose. C'est tout ça, en fait, qui, mis bout à bout, m'ont permis d'aujourd'hui de rester concentrée, sur quelque chose. Alors ça veut pas dire que des fois je suis pas en train de cuisiner et de me demander ce que je vais écrire comme post pour la prochaine fois. Ça veut pas dire que je pense pas à plusieurs choses en même temps, mais c'est plus calme. C'est beaucoup plus calme qu'il y a, ne serait-ce, qu'en janvier, quoi, par exemple. Je me souviens en janvier d'avoir, dû faire une pause méditation parce que j'avais besoin de, mais ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Mais, je médite avec Petit Bambou. Je l'aime beaucoup. Il y a plein d'autres choses et après il y a plein de trucs sur YouTube qui sont gratuits et tout, mais c'est vrai qu'après même Petit Bambou, la version gratuite, tu as beaucoup, beaucoup de choses. Je l'ai lu pendant plusieurs mois avant de passer à la version payante. Même sur la version gratuite, il y a beaucoup de choses, voilà. Vous avez le droit de parler aussi. Je me sens un peu seule à parler depuis 1 heure. Non, alors je médite en début d'après-midi, parce que surtout quand, c'est l'après-midi où je suis avec les enfants. Je médite obligatoirement parce que je sais que, bah, ça me demande plus d'énergie. Que quand je travaille, ça m'arrive de la zapper si je suis en retard ou quoi, mais je vais la faire si je la fais pas, à 14 heures, je vais la refaire, sur une petite pause pomodoro de 5 minutes. Mais, donc j'ai ma méditation qui est prévue en début d'après-midi, principalement quand j'ai les enfants et le soir avant de m'endormir parce que ça m'aide, à m'endormir. Mais, si j'en ai besoin dans la journée, je vais le faire. Dans mes pauses pomodoro, des fois, sur 5 minutes, je fais une petite méditation courte, surtout si je l'ai pas faite ou enfin, si j'en ai besoin. C'est un outil vraiment maintenant qui fait partie de mon quotidien et même si avant j'avais une très mauvaise idée, un très mauvais, une très mauvaise image en fait de la méditation et mais aujourd'hui ça fait vraiment partie de mon quotidien et je pourrais plus m'en passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez prendre la parole? Non? Je vais devoir y aller, mais sinon, très bonne, présentation. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'utilise un peu déjà, mais bon, comme d'habitude, c'est difficile à mettre en place. Heu, Ouais. mais voilà, il y a plein de choses intéressantes et puis, bah, ouais, j'ai pas mal de choses à faire de ce côté-là, sur l'organisation, sur tout ça. J'évite un peu de trop me numériser des fois, pour avancer plus facilement. Par exemple, la méthode Pomodoro, moi, je la fais sur un minuteur qui se trouve là Mmh mh. et aimanté à ma tour PC qui se trouve juste là, juste à côté. Et et comme ça, bah, ça me permet un peu d'éviter de devoir changer de fenêtre à chaque fois, Ouais. Après d'être pour ça, trop distrait. Hélène avait le même problème sur l'histoire de la fenêtre. Moi, j'utilise simplement l'horloge de Windows et ça me met une notification, je l'arrête. Mmh. Donc j'ai rien j'ai juste à cliquer dessus, en fait. J'ai pas de Maintenant fenêtre. sur, Windows 11 maintenant, ouais, il y a des outils de focus, directement intégrés où on peut gérer son temps. Oui, il y a ça, mais j'utilise même juste le minuteur. J'utilisais le truc focus aussi, mais là, maintenant, j'utilise vraiment juste le minuteur de Windows qui est intégré et ça me met juste une petite fenêtre Mmh. pop-up que j'ai à éteindre. Parce que je crois Enfin, je que dis juste, ouais, après je parle de la fenêtre, j'ai 3 écrans, mais je c'est voilà, c'est c'est juste que ouais, plus de voir la fenêtre, d'avoir toujours ce
qui Ouais, te non, mais c'est bien de l'avoir sur un minuteur à côté aussi. clignote. Je l'ai sur ma gauche. Je peux donner des coups de poing dedans pour l'activer. Comme ça me rebooste un peu. Bonne idée. Et voilà. Et toi, bah, Bon, merci beaucoup pour vos retours à tous. passez une bonne journée. Bon courage à tous et Merci. peut-être à bientôt. Bye. Yes, bon appétit tout le monde. Merci Marion aussi pour tes retours. Et oui, c'est un poison même avec les enfants, surtout avec les enfants. Mmh. Oui, parce que je vois que parfois ouais, même en leur présence, je m'échappe et du coup, ils me le reprochent. Ouais. Mmh. Ouais. Nous, on le voit quand ils commencent à jouer avec des téléphones. Ouais. C'est qu'on est trop sur nos téléphones. Du coup, moi, ça m'arrive, hein, il y a des jours où bah, j'ai pas rangé mon téléphone et, et je suis dessus. Et du coup, je le mets dans une poche ou dans un tiroir pour pas l'avoir sous la main. En fait, c'est tout bête, mais si je l'ai sous la main, je vais le prendre, c'est automatique. Ça fait tellement d'années qu'on a pris cette habitude, en fait, qu'il est collé. Mmh. Si Julie. Merci en tout cas, c'était hyper intéressant. Mais ça a l'air dur à mettre en place, mais bon, petit pas après petit pas. Mmh. Oui, ça faut du temps. Mmh. C'est du temps, c'est ça. C'est pas se mettre de pression parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Tu peux pas tout changer du jour au lendemain. C'est pas humain en fait. On n'est pas des super héros et on peut pas en un claquement de doigts avoir une journée parfaite. J'ai essayé longtemps, hein. Ça marchait pas. Ça marche pas et en plus, tu es de plus en plus frustré parce que tu arrives pas à faire ce que tu as prévu. Mmh. Ouais. Alors que quand tu essayes d'être réellement, enfin, voilà, je pense que cette prise de recul et de voir réellement ce que tu peux faire dans une journée et de pas avoir, tu vois, de descendre un peu la barre, ça te permet d'être réaliste, en fait. Je pense que c'est ça les retours que j'ai, en tout cas, qui est le plus compliqué, c'est de réussir à faire rentrer dans ton emploi du temps ce que tu arrives à faire. Mmh. On met ça dans notre emploi du temps, alors que l'emploi du temps, il fait juste ça. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué, enfin, je fais pas d'emploi du temps, mais du coup, je me rends pas compte du tout de ce que je fais dans la journée. Oui. Du coup, déjà, si je note ce que je fais, j'aurais déjà un état des lieux à optimiser. Mmh. Ouais. Rien que ça, déjà, c'est un premier exercice qui vraiment permet de prendre un bon recul sur soi et sur ce qu'on fait dans la journée. Parce que souvent, on sous-estime tout ce qu'on fait. Parce qu'on a une barre très très haute et qu'on n'est juste pas Wonder Woman, quoi. On n'est pas des super-héros et c'est pas possible. Voilà, donc déjà commencer par accepter que non, je ne peux pas faire ce que je fais en 72 heures en 24. Et après, voir qu'est-ce que je peux réellement faire en 24 heures. Enfin, en 24 heures, moins parce qu'on dort quand même. Mais t'as compris. Ouais. Bah, merci en tout cas. Merci à ceux qui restent d'être venus et de m'écouter depuis 1h20. C'était très très chouette. Je suis très contente d'avoir préparé ce webinaire et de vous l'avoir présenté. Merci beaucoup. Je pense qu'on... Ouais. T'as encore une question? C'est bon. Ok. Bah, si personne n'a de questions, je vais mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie encore. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et puis on va maintenant. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.